Alors, je m'appelle Stéphane Mayotte, je m'occupe de l'agence Havas à Montréal. Havas, c'est une agence qui est énorme en France, qui est plus modeste au Canada. J'ai une équipe d'à peu près 40 personnes à Montréal et on travaille beaucoup avec les collègues français et américains. Je viens vous parler de la campagne de communication et des différentes campagnes de communication de la COVID. Je suis Canadien, alors je dis la COVID et pas le COVID. C'est comme ça. Que voulez-vous? Donc, vous allez m'excuser, il y aura plein d'anglicismes dans ma langue et pas les mêmes que dans la vôtre. Alors, on va essayer de se comprendre. Boris, est-ce que j'ai toujours le même 40 minutes à peu près? Ou tu préférerais que je te redonne quelques minutes? On y va? Alors, la question qui est intéressante, c'est de voir pourquoi tout le monde s'est excité avec la COVID, qui fait 3 millions de morts depuis le début, à peu près. Je sais que The Economist, c'est 3 millions de morts déclarés, confirmés. The Economist a fait des études, on estime que c'est peut-être plus 8 millions, si on compte correctement, on le sait pas trop. Depuis 2 ans, il y a 10 millions de morts annuels des suites du cancer. Et on s'en émeut à ce point-ci, d'un point de vue médiatique, beaucoup moins. Si on regarde la recherche, l'attention des gens, là, c'est pas lié au risque. Il y a une dissociation entre l'attention des gens et le risque réel. C'est difficile de regarder. Si vous voyez les chiffres, là, ça, c'est les recherches. On utilise beaucoup Google Trends. J'ai pris les chiffres français. C'est la même chose pour le Canada. On voit l'amplitude, à quel point la COVID est devenue omniprésente sur l'ensemble de nos tribunes. On en a parlé au début, la nouveauté, l'incompréhension, la couverture médiatique était énorme. Juste à titre de comparaison, au Québec, là, on avait des points de presse, des conférences de presse télévisées qui faisaient 60% de l'auditoire, 65% de l'auditoire adulte à tous les jours avant qu'on ait notre premier mort. C'est quand même fascinant. Le docteur Arruda, qui était à ce moment-là le spécialiste de la santé publique, responsable des mesures sanitaires, est devenu une star. C'est fascinant. Il y avait des gens avec des t-shirts avec le docteur Arruda dessus. C'est quand même... Pascal peut témoigner, là, il y avait des... Comme il s'appelle Arruda, là, et qu'il nous disait que tout allait bien aller, les arcs-en-ciel, ça va bien aller, on avait Arruda Matata, là, en t-shirt. C'est pas le cancer le plus létal qui obtient le plus d'attention non plus. C'est pas nouveau, cette logique-là. La logique de la différence entre notre attention et le risque réel. Certes, le cancer du sein, c'est un des cancers qui a le plus d'occurrences. Heureusement, souvent maintenant, on a fait beaucoup de sensibilisation, les gens se détectent plus tôt, on sauve plus de personnes. C'est pas le cancer le plus létal. Au Canada, il y a des gens de l'Association canadienne du cancer qui commencent à dire peut-être qu'on devrait s'intéresser à tous les cancers, on pourrait guérir lui aussi. T'sais, on devrait faire la recherche plus générale parce que le cancer du sein a réussi la campagne de communication. C'est parfois un peu léger, là. C'est devenu un jeu, tout ça. C'est rose, c'est le fun, il y a le ruban. Je ne sais pas si c'est les mêmes campagnes chez vous que chez nous, mais annuellement, les magasins venaient porter des soutiens-gorge, on donne des sous à la recherche contre le cancer. Tout ça, c'est cool. Le cancer colorectal, un petit peu plus difficile de faire la campagne funny. Hein? Ça se fait, on en a vu. Et vous l'avez vu aussi plus récemment, des maladies qui sont, somme toute, peu fréquentes. Vous avez vu le Ice Bucket Challenge? Ça date d'il y a 2-3 ans. Pour la SLA, là, la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Lou Gehrig, ici, elle s'appelle, je l'ai dans mes notes, Charcot, maladie de Charcot. Grande campagne virale qui a fonctionné. Ça a fonctionné pourquoi? Capter l'attention. Au début, on a dit, ouais, mais c'est devenu juste un party, ce truc-là. Il y a un danger de slacktivisme. Le slacktivisme, c'est quand on met des petits pouces en l'air sur une vidéo, on le partage, mais qu'on donne pas. Mais le résultat des courses, c'est quand même qu'ils ont ramassé énormément d'argent et qu'ils continuent de le faire parce que les gens ont été sensibilisés, puis comme ils ont donné, ben ils ont une base de données. À partir de la base de données, ils sont capables de relancer des donateurs. On voit que cette
que le marketing, lorsqu'appliqué à ce genre de cause, peut contribuer de façon majeure à la suite des choses. Y compris par les bouts qu'on trouve les moins beaux du marketing, c'est-à-dire reciblage, persona, savoir qui est où, comment, les recibler, leur demander de l'argent au bon moment, faire juste assez pleurer, faire juste assez espérer. Tout ça est possible pour les causes comme on le fait pour les produits. Vous allez entendre dans ma langue que je parle souvent de ce qu'on a à vendre ou de produits, là. On s'entend qu'ici, on parle de prévention générale. L'état d'urgence, c'est toujours temporaire. Et c'est le grand défi si on parle de prévention au niveau de maladies chroniques ou de maladies comme le cancer. J'utilise l'exemple ukrainien. Ça, c'est les recherches, encore une fois, sur Google Trends en France. L'état d'urgence, c'était ici. J'ai pris la lecture autour du 13 mars. Si on retourne voir aujourd'hui, on est probablement très près du plancher. On a beaucoup cherché en ligne à comprendre au début, puis l'état d'urgence passe de façon systématique. Je vais vous le dire en conclusion, mais le défi des grandes préventions, c'est qu'on n'est pas un tsunami. On est les changements climatiques. Et c'est plus difficile de maintenir l'attention over and over and over. En communication, on dit que l'ennemi, c'est le statu quo. S'il n'y a pas de nouveauté, il n'y a rien à dire. Quand on fait... J'ai une formation de journalisme à l'origine. Première conférence de presse, quand j'étais étudiant, ils nous donnent des accréditations. On était très fiers d'avoir notre petit carton. On rentre, on fait la conférence de presse. C'était les médecins d'un hôpital au Québec qui voulaient rappeler aux parents l'importance de faire vacciner leurs enfants. Je ne vous mens pas, c'était il y a 20 ans. La première question des journalistes aguerris dans la salle, nous on était là pour apprendre, des journalistes aguerris dans la salle, c'est pourquoi maintenant? C'est intéressant, vous avez raison, il faut faire vacciner nos enfants, mais pourquoi vous faites une conférence de presse aujourd'hui? L'ennemi en communication, c'est le statu quo. Il faut trouver l'angle nouveau, l'angle inédit. Quand on applique le marketing à la stratégie de changement comportemental, nous, on travaille beaucoup avec la théorie du comportement planifié. Je sais que c'est pas tout le monde il y a eu d'autres ébauches, d'autres théories qui sont en train de se développer. Évidemment, les praticiens que je suis sommes souvent quelques années à la remorque, mais ça nous permet d'avoir des cas de figure testés et éprouvés. Et on laisse aux chercheurs développer une nouvelle théorie du behavior et on va pouvoir ultimement la développer des pratiques ultérieures. Donc, il se passe des choses sur la télé. Alors, la théorie des comportements planifiés, ça dit essentiellement que les 3 facteurs, c'est l'attitude quant au comportement, la norme subjective et le contrôle comportemental perçu. Ces éléments-là, je vais les développer individuellement. Donc, il faut que vous ayez une attitude favorable par rapport à un comportement donné. Il faut que vous estimiez que c'est la norme, c'est ce qui est attendu de vous. Et ensuite, que vous avez la perception que vous pouvez agir. Ça crée l'intention et l'intention est prédictive du comportement. On ne va pas convertir tous les intentions en comportements. Il y a plein de comportements dont vous avez l'intention d'aller au gym, vous avez l'intention de réduire votre consommation d'alcool, vous avez l'intention de vous coucher plus tôt. Ça ne veut pas dire que vous allez le faire. Mais si vous n'en avez pas l'intention, je peux être certain que vous n'allez pas le faire. Alors nous, en marketing, on travaille sur l'intention. Après, il y a tout un nouveau pan du marketing, nudge units, tous les éléments où on va aider les gens à poser le geste et le comportement qu'ils désirent. Ils ont l'intention, on va les aider à convertir. Moi, je vous parle en amont ici pour générer l'intention. Première chose, attitude par rapport au comportement. Il faut comprendre, les gens doivent comprendre, ils doivent être sensibilisés, ils doivent s'estimer en contradiction par rapport à ce qu'ils pensent déjà. On ne va pas convaincre les gens uniquement par la tête. L'idée qu'on est des robots, là, puis que tout le monde fait le mieux pour lui-même, là, c'est l'ennemi. L'ennemi scientifique
de la pratique marketing, c'est celui-là. C'est de penser qu'on va leur dire, ils vont finir par comprendre. Ouais, mais ça fait 50 ans qu'on leur dit de la même manière, puis ils bougent toujours pas. Alors peut-être qu'au lieu d'en appeler à leur tête, il faut en appeler davantage à leurs émotions. Les penseurs américains disent essentiellement que la rationalité mène à penser quelque chose, c'est l'émotion qui vous force à bouger. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils posent le geste. Qu'ils comprennent à 100% ou pas, c'est pas grave s'ils posent le bon comportement. Je vous présente, là j'espère la technique derrière, vous me direz s'il faut que je ferme le micro au moment où le son de ça part, vous me direz s'ils entendent le son en distanciel. On essaie, je vais vous montrer quelques campagnes, certaines qui sont en lien direct avec la campagne de prévention de la COVID, d'autres que j'ai ramassées depuis une quinzaine d'années que je m'intéresse au sujet. Alors vous allez voir, on va regarder comment on est capable de changer l'attitude des gens par rapport à un comportement. Si je change ici. Thank you very much. Lovely cup of tea. On commence doucement avec une démonstration visuelle. Vous avez vu, il montrait aux gens comment se laver les mains au début de la pandémie, avec des gants chirurgicaux et de la peinture pour s'assurer qu'on était allé partout désinfecter. Ça, c'est une autre, c'est l'équivalent vidéo de montrer aux gens que vous pouvez vous sentir bien. Tout le monde a compris le spot? Oui. Vous pouvez vous sentir bien, mais vous laissez un peu partout. On sait aujourd'hui que ça a peu de chances d'être dans les surfaces, mais au moment où ça a été publié, c'était le truc qui nous faisait le plus peur, que les gens viennent toucher. Vous vous souvenez, là, au début, on prenait un verre, en tout cas, je sais pas vous, mais nous, on prenait un verre dehors à une certaine distance, puis il y avait la fontaine de Purel, puis entre toucher les trucs au milieu, là, reprendre la bouteille de vin pour servir les amis, il fallait se désinfecter les mains à chaque fois, là. Alors, au début, les surfaces nous faisaient extrêmement peur. Et dans ces démonstrations-là, on peut se rendre jusqu'à des hyperboles qui sont assez intéressantes. Quand on écrit en haut, justement, l'appel à faire confiance à la science, puis on vous le dit depuis combien de temps que c'est dangereux, puis vous ne nous écoutez pas. Ici, il est écrit « Jumping off buildings when pregnant arms your baby ». Sauter en bas des buildings quand vous êtes enceinte peut avoir des conséquences pour votre enfant. Ça a le mérite de nous amener à, si c'était aussi gros que ça, tu m'écouterais. Comment ça se fait que je te l'écris sur ton paquet de cigarettes et que tu ne m'écoutes pas? Ça, c'est le libellé, là, c'est la façon dont la sécurité est faite sur les paquets en Amérique. Je vous montre une autre façon de vous montrer que vous êtes en dissonance par rapport au comportement. OK? Un spot taille contre la cigarette.ไม่ดีรู้เปล่าสูบแล้วเป็นทั้งมะเร็งปอดโรคโป่งพองเส้นเลือดในสมองแตกไม่ดีแล้วพี่ดูดทำไมล่ะคะ Tout le monde a compris? Les enfants qui demandent du feu. Tous les adultes ont refusé de leur en donner et leur ont expliqué que c'est dangereux. On leur remet un petit coupon et tout d'un coup, on leur dit, mais tu le dis pour moi, mais toi, qu'est-ce que tu fais? C'est intéressant de nous montrer à quel point on est incohérent dans notre comportement. Il y a une autre campagne Stun que j'avais beaucoup aimée il y a quelques années où les gens venaient au restaurant et ils devaient remettre leur voiture, leur clé au voiturier.
Et le stunt, c'est le coup d'éclat, stunt publicitaire, c'était que le voiturier prétendait être un peu ivre. Et les gens refusaient de lui donner les clés. Mais ils s'en venaient au restaurant boire et certains picolent beaucoup dans ce type d'établissement avant de s'en retourner avec leur voiture. Alors, c'était un grand coup d'éclat pour la prévention de l'alcool au volant qui avait fait grand bruit. Deuxième, on va assez vite. Le comportement, c'est un construit social. Hein? Il faut que la norme, le comportement vit dans un contexte. Votre comportement est modulé par l'environnement dans lequel vous vivez. Et il en va de même avec les normes sociales, de marketing social et de prévention. Au Québec, on a eu une grande campagne qui a duré sur plusieurs années, qui nous a établi très clairement, vous demandez à peu près n'importe quel Québécois se souvient, je regarde Pascal, l'alcool au volant, c'est criminel. Ça, là, c'est le slogan, ça a été le slogan de la santé publique pendant des années. L'alcool au volant, c'est criminel. On partait de loin quand même au Québec. On partait d'un moment où, à la veille de Noël, là, les gens se promenaient d'une maison à l'autre, ils prenaient un verre à chaque place. Des fois, ils s'en amenaient une pour la route, là. OK? Ça fait, disons, 40 ans qu'on n'est plus là, mais nos oncles les plus vieux ont vécu une période où l'alcool et le volant, c'était pas très grave que ce soit mélangé. On est passé par, c'est en mettant un mot clair qu'on a déplacé la norme sociale au Québec. Et aujourd'hui, maintenant, on travaille sur d'autres choses. La responsabilité de l'autre. Quand les gens quittent votre maison après avoir pris un verre, votre responsabilité de saisir les clés, votre responsabilité d'héberger, votre responsabilité. Alors là, on est rendu beaucoup plus loin. On a commencé par changer l'attitude. On a bougé la norme en disant c'est criminel. Et maintenant, on travaille sur le troisième patte dont je vous parle dans 2 minutes, qui est votre capacité d'action. On pousse les gens à prévoir le comportement souhaité plutôt que de juste le subir. On va s'entendre, là, une fois qu'on a pris quelques verres, c'est peut-être pas à ce moment-là qu'on est les plus aptes à prendre les meilleures décisions. Alors, il faut que ces décisions-là soient prises avant. Il faut qu'il y ait une solution pour le retour à la maison sécuritaire. C'est ce qu'on se rend compte. Les gens, il en va de même à l'épicerie. Vous êtes meilleur pour planifier un repas que vous n'allez pas manger aujourd'hui. Vous achetez plus de légumes pour mardi et plus de viande pour aujourd'hui. Parce que vous avez faim, puis on est meilleur pour prévoir notre comportement futur que pour se gérer au quotidien. L'autre exemple, le Texas avait un immense problème de littering. Littering, c'est les gens qui lancent leurs déchets par la fenêtre de la voiture là, sur le bord des autoroutes. Le Texas était sale. Ils ont réussi le plus gros revirement où maintenant le Texas est un des États où le problème de littering est le plus faible. Et ils ont fait cette campagne qui s'appelle Don't Mess with Texas. Ils ont changé la norme. Au lieu d'être celui qui tire une vieille canne de Budweiser par la porte de son pick-up, je l'ai fait en keb. J'ai fait en québécois. Une vieille canette de bière par la porte de sa camionnette, que ce soit ça le comportement rebelle, on a changé le point. En disant « Don't mess with Texas », on a fait des gens du Texas, des gens qui étaient prêts à en venir presque au cou pour la propreté de leur État. On a déplacé la norme. On a dit ce qui est rebelle, comme le Texas, est différent du reste des États-Unis, et c'est ce qu'ils veulent. Hein. Le Texas, leur slogan, c'est que c'est différent de tout le reste des États-Unis. Ils se sont positionnés autrement. On l'a vu pour la COVID. Projet new-yorkais, si ma mémoire m'est fidèle. Ouais, c'est un concours de publicité fait par les étudiants d'une école de pub à New York, où on voit exactement ça, le déplacement de la norme sociale par rapport au port du masque. Tout simple, hein?
le message n'est pas passé partout si je me fie à mon déplacement de ce matin en tram ici. Le masque était facultativement obligatoire. On nous le rappelle, et il en va de même les trains de la SNCF. J'étais à Paris. Il n'y a plus de masque nulle part. C'est fascinant. C'est fascinant. J'ai eu la chance d'être en Floride il y a 2 semaines à peu près. En Floride aussi, il n'y en a pas de COVID. C'est facile. Quand tu ne testes pas, tu n'en trouves pas, il n'y en a pas. C'est leur technique depuis quelques mois déjà. Mais je trouve ça fascinant comment on a déplacé la norme sociale ici. On a dit, c'est ça le comportement. Voici le comportement attendu. Voici ce que vous ne devez pas être. Et ostraciser les gens, c'est mal. Les ostraciser dans un but de prévention, quand il s'agit de poser un risque, d'éviter qu'ils posent un risque qui est harmful, qui peut être dommageable, délétère pour les autres, ben c'est quand même une bonne idée. J'ai pas le visuel, je m'excuse. Il y a une agence à Montréal où j'ai été pendant une dizaine d'années qui s'appelle LG2 qui ont fait un truc assez sympathique. Le problème du masque, juste que vous sachiez, là, la COVID ne s'attrape pas par le menton. Elle s'attrape par les voies respiratoires. Alors, si votre nez n'est pas dans votre masque, ça sert à rien de porter un masque. J'ai vu des endroits où le masque n'était pas obligatoire et les gens le portent uniquement sur la bouche. Je comprends à la limite les gens qui n'aiment pas le port du masque qui disent « Bah, moi, je m'en fous, je le porte pas. » Puis qu'ils le portent en dessous. S'il n'est pas obligatoire et que tu le portes en dessous, tu te fais ça toi-même. Là. Tu le portes inutilement. Peut-être que les scientifiques, les docteurs en avant ne sont pas d'accord, mais il y a... le nez va dans le masque. Et chez G2, ils ont fait un programme assez intéressant. Ils avaient une petite app et un magasin avec une artiste visuelle. Puis il y avait une vignette vidéo quand tu passais devant et qu'on voyait ton nez. Ça s'appelait Don't be a dick. Ne soyez pas une graine, I guess en français. Visuellement, en appliqué sur l'image, on voyait effectivement apparaître un sexe masculin par-dessus le nez. Pour tous ceux qui ne portaient pas leur masque adéquatement. C'est une façon de déplacer la norme. C'est une façon de dire ça, c'est pas le comportement attendu, et de le faire de façon à marquer les esprits, parce que vous pouvez le dire 100 fois à la télé, au point de presse ou dans les... Ils me l'ont répété 4 fois sur ma venue ici dans le tram entre Saint-Étienne et l'université. Et ça changeait rien. Le gars à côté de moi, il portait pas de masque quand même. Il faut marquer les esprits. Dernier point. Votre perception de pouvoir prendre action. Si vous ne pensez pas pouvoir réaliser le comportement souhaité, vous n'allez même pas amorcer les étapes. Si vous pensez que vous n'allez pas y arriver, vous n'allez pas la première journée au gym. Et il est prévisible que si vous n'allez pas la première journée au gym, vous irez jamais les autres. OK? Un spot allemand. Fascinant. Début de la COVID. Ich glaube, das war im Winter 2020, als das ganze Land auf uns schaute. Ich war gerade 22 geworden, studierte Maschinenbau in Chemnitz, als die zweite Welle kam. 22. Diesem Alter will man doch feiern. Studieren, jemanden kennenlernen als sowas oder mit Freunden einen trinken gehen. Doch das Schicksal hatte andere Pläne mit uns. Eine unsichtbare Gefahr bedrohte alles, woran wir glaubten. Und das Schicksal dieses Landes lag plötzlich in unseren Händen. Also fassten wir alle unseren Mut zusammen und taten, was von uns erwartet wurde. Das einzig Richtige. Wir taten nichts. Absolut gar nichts. Waren faul wie die Waschbären. Tage und Nächte lang blieben wir auf unserem Arsch zu Hause und kämpften gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Unsere Couch war die Front und unsere Geduld war unsere Waffe. Ja, wissen Sie, manchmal muss ich fast ein bisschen schmunzeln, wenn ich an diese Zeit zurückdenke. Das war unser Schicksal. So wurden wir zu Helden. Damals, in diesem Corona-Winter 2020. Intéressant.
si ce spot fait quelque chose, c'est quand même de très, très fort. C'est quand même nous dire qu'on est capable. On l'a mis dans toute cette iconographie de la guerre et des héros d'autrefois, mais on nous a dit, la guerre que vous devez mener aujourd'hui, c'est celle-là, puis restez chez vous, c'est ce qui est attendu de vous. C'est quand même intéressant de voir comment ça a été placé. Spot québécois. Je vous en présente un. On a eu un taux de vaccination et un enthousiasme vaccinal assez élevé au Québec et au Canada. Au Québec en particulier. On a été très durement touchés par la première vague de COVID chez nous parce que elle est venue juste après la relâche, Spring Break. Alors, tout le monde est en vacances. Beaucoup de gens qui sont dans le système de santé partent un peu partout à l'étranger. Beaucoup dans le sud parce que c'est l'hiver et l'hiver est rigoureux à la maison. Ils reviennent 10 jours après, tout est fermé. J'étais à New York pendant cette relâche-là avec mon fils aîné. On est revenu, on a été malade. On ne saura jamais si c'était la COVID, on ne testait pas encore. On est revenu, on était malade comme des chiens. Le système a explosé assez rapidement au Québec, si bien que quand on a offert des solutions, les gens ont quand même couru en masse pour la vaccination. On est à un taux vaccinal complet, 3 doses. Non, disons 2 doses d'à peu près 85-87%. 3 doses au-dessus de 60 pour tous les adultes. On a eu un seul problème, c'est que les gens étaient un peu plus réfractaires à faire vacciner leurs enfants. C'est normal. C'est normal. On est prêt à faire notre part. On est des adultes. On va prendre le vaccin. Quand vient le temps d'aller faire vacciner les petits, on dit, ça fait pas si longtemps. Moi, qui suis un rationnel, je sais, ben non, ils nous vaccinent, c'est correct. Respect d'autorité, les scientifiques. Ah ouais, mais ils l'ont développé vite. Oui, mais c'était une science qui existait depuis. Ils essayaient l'ARN messager sur plein d'autres trucs. Alors, je comprends qu'ils l'ont pas développé rapidement. Ils ont pris un truc qui existait déjà. Ça a fonctionné. On est très contents. C'est l'heure d'aller faire vacciner les petits. Et là, je suis là, c'est quand même récent, hein, ce vaccin. et finalement, j'ai fait vacciner les petits, mais je comprends le sentiment de protection parentale où on n'est pas certain qu'on a le goût. Pour répondre à ça, la santé publique québécoise a fait un spot que je trouve intéressant. Je vous le présente, puis je vais vous en reparler tout de suite après. C'est simple. Au début, quand je l'ai vu, je pensais que ça échouait. Je pensais que ça avait manqué sa marque, que ça disait plus ou moins rien, et qu'en plus, ça copiait un peu une campagne très connue chez nous du Sick Kid de Toronto, une campagne où on met les enfants comme des héros, et comme ça vient de la même agence, au début, on regarde ça puis on fait, je pense qu'ils ont manqué leur coup sur celle-là. Puis j'y ai réfléchi, puis je l'ai laissé descendre, puis je pense qu'ils ont raison. Quand je vois ce spot-là, je me dis que mes enfants sont plus forts qu'on pense, qu'ils veulent participer à l'effort, qu'ils sont prêts et qu'ils sont capables de le prendre, qu'ils sont capables de recevoir le vaccin. Ils sont plus forts et comme ils sont plus forts, on a moins besoin de les protéger comme parents. Ça m'a pris un peu plus de temps à y arriver, mais je pense que ce spot fonctionne très bien. Peut-être un petit dernier? Avant-dernier, j'en ai quelques-uns encore. La culpabilité, pour mettre les gens en mouvement, pour leur dire qu'ils sont capables d'agir, leur montrer l'impact de ne pas prendre action, c'est souvent une très bonne mécanique de communication. Could you look a COVID-19 patient in the eyes and tell them the risk isn't real? Could you tell an intensive care nurse on a 12-hour shift that you never bend the rules? Could you say, in all honesty, that you only ever leave home when you absolutely have to? Around 1 in 3 people who have COVID-19 have no symptoms and are spreading it without knowing. Are you absolutely positive you're not one of them?
Stay home. Protect the NHS. Save lives. Quand même, hein? Très direct. Est-ce que vous respectez les règles? Êtes-vous capable de regarder un patient atteint de COVID dans les yeux et de lui dire que vous n'avez pas triché? On a tous triché un peu, disons. Le même spot a été fait de façon spectaculaire et probablement un des grands spots de prévention de sécurité publique. C'est pas le bon déclaré à gauche. Je vous montre le spot pour la vitesse au volant. Mate, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. Go too fast. I'm sorry. La charge de ce spot. On arrête, on montre le comportement, on montre qu'on aurait pu agir et qu'on l'a pas fait, les risques, l'ensemble est là, la trame narrative est là, super bonne cinématographie, ça rentre dedans. Je sais pas si on dit ça en français, ça rentre dedans. Mais nous, on dit. 10h30, j'arrive à la conclusion. Les meilleures communications de changements comportementaux modifient notre intention en transformant notre attitude, en établissant une nouvelle norme sociale et en nous faisant prendre conscience que l'on peut agir. Elles se renouvellent sans cesse pour gagner la guerre de l'attention. Ça, le deuxième bout. Le premier, les scientifiques sont d'accord avec moi. Le deuxième, la plupart du temps, les scientifiques l'oublient, ce bout-là. Les santé publiques l'oublient. Que c'est une guerre d'attention, que si les gens ne vous écoutent pas, ils ne pourront pas comprendre le message. Même si vous avez raison, si vous n'êtes pas intéressant, ça ne va pas rentrer. Cette notion-là, elle est souvent oubliée. Vous l'avez mentionné dans votre introduction. On préfère avoir raison que de gagner la guerre des fois. Et ça, c'est le bout qu'il faut changer. Surtout que le cancer, c'est le réchauffement de la planète, là. C'est pas un tsunami. Ça va demander des efforts et la prévention de toutes les questions de santé publique vont demander des efforts continus, pas un cas où on essaie de le régler comme on voit présentement avec la COVID, où on a eu une immense attention immédiate. Mais après, il faut soutenir ces messages-là dans le temps. Je pense que la solution, et peut-être que ce visuel a mal vieilli, mais au début, le premier pays touché par la COVID ont déclaré qu'il s'agissait, que la réponse, ça allait être la guerre du peuple, ça allait être the people's war. La Chine a utilisé ce langage-là très rapidement. Et ensuite, on l'a vu dans plusieurs pays, le langage guerrier pour se battre contre la COVID, pour rassembler les gens. On l'a vu dans le spot allemand. C'est un langage qui a été utilisé par Macron, c'est un langage qui a été utilisé par Trudeau chez nous, c'est un langage qui a été utilisé même par Trump à l'époque. Et on a vu que ça, c'était la meilleure façon d'amener les gens collectivement derrière les comportements. Je vais vous montrer maintenant un des spots. J'ai-tu le bon? Je pense que j'ai le bon. Un des spots qui a peut-être sauvé le plus de vies récentes. Et disons que les arguments scientifiques sont faibles dedans. Ah non, OK. Je refais ça. Je vous montre pas. Je pensais que je vous montrais Dumb Ways to Die. Est-ce que vous connaissez Dumb Ways to Die? C'est le spot australien de prévention contre les gens qui tombent sur les rames du métro. Ce sont seulement des petits bonhommes qui chantent qu'il y a plein de façons connes de mourir et que tomber devant le métro, ça devrait pas en être une.
Okay? C'est un spot en couleur, bubblicious. C'est pas celui-là que je vous présente. Je vous présente la plus grande campagne de prévention contre le cancer, contre le tabac. On en a discuté à la pause juste avant. Je vous montre, ça a été fait par Crispin Porter and Boguski. Ça a déjà probablement 15 ans. Et c'est une campagne de prévention qui a déplacé la norme sociale, qui a dit fumer, c'est pas un geste rebelle. Ne pas fumer et s'attaquer aux cigarettiers, elle est là, la rébellion. Alors, t'es jeune, tu veux te rebeller contre le système parce que c'est le propre du jeune de vouloir faire différent. C'est parfait. Alors, voici, tu devrais canaliser ton énergie contre le tabac et pas contre l'interdiction de fumer que tes parents t'imposent. Actually look like. « 1200, c'était leur estimé. 1200 personnes meurent à tous les jours aux États-Unis du tabac. Ils sont allés porter 1200 body bags, des sacs de morgue, devant... c'était chez Philip Morris, c'est pas dit dans le... Ils ont dit « a large tobacco company » pour des raisons de non-poursuite. Et ça a fait réagir. Mais c'est un des gestes dans une campagne qui a duré pendant plusieurs années, qui s'appelle le True Campaign, sur on va exposer les compagnies de tabac, leur technique marketing, leur façon de faire. Et ils ont gagné la guerre de l'opinion publique grâce à cette campagne-là. C'est pas la seule, mais ils ont gagné la guerre de l'opinion publique. L'autre campagne qui m'a fait le plus sourire, c'est dans le nord-est des États-Unis. J'ai pas réussi à la retrouver, mais à un moment donné, ils ont fait une campagne qui disait « Si vous détestez quelqu'un, offrez-lui une cigarette. » Alors, c'était « Votre boss va mourir plus tôt, votre belle-mère va lever les feutres plus tôt. » C'était essentiellement, on présentait des vignettes où une personne était détestable et l'autre disait rien, mais lui offrait une cigarette. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu démoniser un geste qui contribue à l'accélération du tabagisme, c'est-à-dire que quand deux fumeurs sont ensemble, on fume au rythme du plus rapide, pas au rythme du plus lent. On s'offre des cigarettes. Oh, je dis « on » comme si j'en faisais partie. Je suis un fier non-fumeur. Mais les gens s'offrent des cigarettes à un rythme qui est... Tu m'en offres une, donc un geste de réciprocité attendu, je dois t'en offrir une. On a déplacé avec cette campagne-là la compréhension du geste, on l'a démonisé, littéralement. Voilà. C'est un peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je ne sais pas si... Boris, est-ce qu'il y a une période de questions? Il n'y en a pas? Ben oui, on prend une ou deux questions. Si vous en avez dans la salle, s'il y en a à distance, je ne sais pas comment ça fonctionne, si la régie peut. Question? Merci beaucoup pour cette très belle présentation, effectivement, et on a tous vécu un certain nombre d'épisodes que vous avez rappelés. Vous ne parlez pas, vous n'avez pas parlé de l'utilisation du marketing social dans la parole politique. Or, je ne sais pas si vous connaissez, mais j'invite tout le monde à lire le discours du 12 juillet 2021 du président de la République française, qui a eu une audience énorme, hein, bien plus que tous les spots de télévision. Or, il se trouve que j'étais dans l'équipe qui préparait ce discours et on a utilisé le modèle des 5 C, c'est-à-dire le modèle de l'hésitation vaccinale. Et un des enjeux de ce discours, c'était de changer la norme sociale. Et de dire être vacciné n'est plus quelque chose de volontaire, ça va devenir la norme. Et il me semble que ça serait intéressant d'analyser ça, peut-être dans l'atelier cet après-midi, j'en sais rien, mais en tous les cas, ces techniques de marketing social sont utilisées, y compris par les politiques. Voilà, je ne sais pas si c'est pareil ailleurs. C'est effectivement... Trudeau et le marketing.
Rare. Oui, c'est effectivement les mêmes outils. La différence, c'est que souvent le politique estime que les gens ont le devoir d'écouter. Et on va faire les deux autres, la norme sociale, et on va encourager les gens à poser le geste, on va les rassurer sur le fait qu'ils sont capables de le faire. Donc, les deux dernières pattes du modèle du comportement planifié. La première, souvent, on va moins l'adresser parce qu'on estime qu'on a l'autorité de leur dire ce qu'ils devraient penser, au lieu d'essayer de les convaincre. Et souvent, en communication politique, c'est ça le défi, c'est attirer l'attention. Et j'ai eu une copine pendant un certain temps. Je suis pas quelqu'un avec qui il est agréable de débattre. Je vais le dire comme ça. Je suis pas réputé, même pour un Québécois, pour être quelqu'un avec qui il est agréable de débattre, parce que je suis hermétique, je peux être un peu mesquin dans l'attaque parfois. J'ai une capacité à mettre les gens face à leurs contradictions qui est assez présente. Disons ça comme ça. Et j'ai eu une copine à un moment donné qui avait la clé pour désamorcer l'ensemble de nos débats. Après un ou deux échanges d'arguments, elle me disait « J'ai pas envie d'être d'accord avec toi. » Et l'envie d'être d'accord, c'est pas quelque chose contre lequel on peut débattre. Je veux pas, j'ai pas le goût d'être d'accord avec toi. Et c'est le défi de la communication politique. C'est qu'avant de créer la zone pour changer les comportements, il faut créer la zone d'écoute. Et souvent, on passe directement, et je connais pas particulièrement ce discours du 21 juillet, je vais aller le lire, je sais pas s'il a fait ça, mais souvent en politique, ce qu'on fait, c'est qu'on présume que les gens sont obligés d'écouter, on présume qu'on a l'autorité de leur dire, fait qu'on commence directement dans le vif du sujet. C'est pas tous les grands discours qui ont fait ça, mais beaucoup des grands discours font ça. Alors, il y a, nous, en marketing, disons, pratique, comme agence de pub, on essaie de travailler sur la première portion, rendre le message, emballer le message pour qu'il soit intéressant. Vous voyez, le spot de sécurité publique, là, c'est un spot d'Hollywood, ça. C'est monté, c'est bon, les véhicules arrêtent, le temps qu'ils argumentent sur le coin de la rue, les véhicules se rapprochent, l'inéluctabilité est présentée d'une façon telle à l'écran, on peut pas l'échapper. Donc, on crée l'espace où les gens écoutent, où les gens ont envie d'être d'accord avec nous. Et c'est... pour le reste, je suis 100% d'accord. La classe politique devrait utiliser, le font souvent, mais doivent utiliser les mêmes outils. Simplement un mot, c'est simplement pour discuter. C'est la première fois, enfin, moi, que je voyais, on faisait de la psychologie expérimentale. Dans la mesure où le président a fait le discours, il a utilisé le changement de la norme, si vous le regardez, le modèle de l'hésitation vaccinale, des 3C, il y a convenience, il y a complaisance, etc. Enfin, et il y a les modèles, enfin, il y a le modèle, et le soir, tous les standards de prise de rendez-vous étaient saturés. C'est-à-dire, on a pu mesurer l'efficacité quasiment en direct. C'est la première fois, enfin moi j'ai été sidéré de l'efficacité du message. Au Québec, on a fait un truc un peu plus pervers à un moment donné. On a dit, une fois qu'on a atteint des plateaux de vaccination et qu'on avait l'impression qu'on n'arriverait pas à aller plus loin, à un moment donné, notre gouvernement est sorti en disant qu'on allait passer une taxe. Pour tous ceux qui n'allaient pas être vaccinés, ils allaient payer leur part de l'impact que ça a sur le réseau de la santé. Tout le monde savait que c'était une mesure qui était impossible à appliquer. Je suis persuadé que personne au gouvernement qui croyait vraiment réussir à taxer, à envoyer une facture de 800 $, 500 € par personne non vaccinée, par famille, sur votre prochaine déclaration d'impôt. Je suis persuadé que personne n'y croyait vraiment. Mais le temps où on l'a présenté en conférence de presse pour dire que ça s'en venait, ben on a gagné un autre 3-4% de réfractaires qui sont allés se faire vacciner. Puis après ça, on a dit que finalement, ben, on a eu les avis du législateur, puis on ne pourra pas faire. Malheureusement. C'était une bonne idée, on voulait, mais on ne pourra pas. Et on a quand même gagné un 3-4% juste pendant cette période-là, si ma mémoire est fidèle.
Voilà, je veux pas prendre tout le temps. Je sais qu'on a la présentation de Pascal qui s'en vient. Donc, merci pour votre attention. Puis, je vais participer évidemment aux ateliers cet après-midi. C'est la pause? C'est la pause. Merci. Alors, si c'est la pause, je rajoute un dernier point. Oui. On a un autre, test en France qui a été utilisé. C'est la ministre de la Santé qui a rendu 11 vaccins obligatoires en disant qu'il n'y aurait pas de contrôle. Et malgré ça, le taux de vaccination a augmenté. C'est-à-dire, elle a dit, en dépit du fait qu'il n'y a pas de sanction. Oui, donc ça c'est établir la norme, on dit c'est obligatoire. Alors il y a des gens qui suivent les normes. Je pense que la meilleure chose qu'on peut faire pour augmenter le taux de vaccination de la COVID, c'est de le blender avec un autre. Parce que c'est ce qui va se passer éventuellement. Parce que de toute façon, on fait vacciner nos enfants pour plein d'autres trucs. Moi, quand j'ai vu les infirmières sortir, il y a eu des infirmières chez nous qui sont sorties en disant, en étant contre l'obligation vaccinale du personnel de la santé. Et là, tu fais, si tu es contre, je sais pas ce que tu fais dans le système de la santé. Ouais, mais c'est mon droit personnel, j'ai le droit de pas être vacciné. Certes, tu as le droit, mais si tu crois que les langues sont pas importantes, tu devrais peut-être pas être prof d'anglais. Tu sais, je veux dire, oui, tu as un droit individuel, mais tes fonctions dans le système, tu es dans le système de la santé. Tu devrais croire suffisamment au système de la santé pour te faire vacciner. Bref, ça a été, à partir du moment où on nomme un truc obligatoire, même si on ne le contrôle pas, si on a rappelé à toutes ces infirmières que pour rentrer à l'école de médecine, pour rentrer à l'école de santé, ils devaient avoir, je me souviens plus c'est combien, mais 9 autres vaccins. Et elles l'avaient toutes. Sinon, elles ne peuvent pas rentrer à l'école sans les 9 autres. Pourquoi celui-là? C'est la porte de la nouveauté. Hein? L'être humain est réfractaire au changement qu'on lui impose. Il faut qu'on vienne à lui faire croire que c'est sa décision. Voilà. Merci.